les Américains ont rappelé à la Russie que si jamais il y avait la moindre agression contre un pays de l'OTAN, eh bien, les États-Unis entraient en guerre. C'est dire si la situation est en fait exceptionnellement grave. Elle ne cesse de s'aggraver. Ça n'est pas drôle, mais pas drôle du tout. Alors, ce qui a motivé cette attaque russe, je pense que c'est 3 éléments. Le premier élément, c'est que, puisqu'on claironne, les pays de l'Union européenne et les pays de l'OTAN claironnent qu'ils vont donner des armes au gouvernement de Kiev, puisque le Nord, l'Est et le Sud sont quasiment interdits d'accès pour venir de l'étranger, puisque le ciel aérien est également, semble-t-il, très difficile d'accès, eh bien, c'est par la terre, et notamment par la Pologne, que peuvent être acheminés les armements. Il ne faut pas demander aux Russes d'être quand même plus bêtes qu'ils ne le sont. C'est-à-dire que les Russes, sachant qu'il va y avoir des armes qui vont arriver, qui vont être livrées à l'Ukraine pour être utilisées contre eux, eh bien, évidemment, ils surveillent tout ça par satellite ou par des systèmes de surveillance divers et variés. Et donc, eh bien, ils ont prévu de tirer. Et c'était le cas puisqu'il semble que du matériel militaire assez significatif venait d'être livré sur cette base militaire. C'est la première raison. Ils ont tout de suite détruit dans l'œuf les armements que nous payons avec nos impôts, qui sont en fait détruits, si je comprends bien. Et nul doute d'ailleurs que les autres subiront à peu près le même sort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en faisant cela, les Russes ont permis de révéler à la planète entière ce qui était, paraît-il, un faux, c'était, paraît-il, une fake news, c'était des propos de complotistes. Les Russes ont amené l'ensemble des journaux, notamment occidentaux et des dépêches de presse, à reconnaître qu'il y a en Ukraine, même si c'est dans la partie ouest, c'est bien en Ukraine, qu'il y a en Ukraine une base où il y avait des formateurs, c'est-à-dire des soldats en fait, peut-être avec des rangs d'officiers, mais des soldats, des instructeurs américains, canadiens, je crois aussi baltes, bref, de pays de l'OTAN, dont les États-Unis et le Canada, qui sont là depuis longtemps pour former les soldats ukrainiens. On a appris également que cette base servait régulièrement d'exercice dans le cadre des troupes de l'OTAN. Il y a même eu d'ailleurs des photos qui circulent en ce moment sur Internet. Alors, d'un seul coup, on se rend compte que Vladimir Poutine, que l'on a présenté comme un paranoïaque, etc., je suis désolé, il a raison. Il a raison de dire que l'Ukraine sert d'ores et déjà, même si l'Ukraine n'est pas formellement entrée dans l'OTAN, l'Ukraine sert d'ores et déjà de base d'entraînement à des exercices militaires de l'OTAN. Je le dis parce que tout ça, ça s'appelle jouer avec le feu nucléaire. Et je le dis parce que je suis outré de la réaction des responsables politiques français ainsi que des médias occidentaux et des médias français. Le troisième point qui découle de cette intervention militaire russe, de ce bombardement, c'est que la Russie vient de montrer qu'elle n'hésitera pas à monter en puissance. Je pense qu'il vient de se passer un tournant, parce que pour la première fois, on voit les Russes qui bombardent une cible militaire importante, qui, d'après le bilan, aurait fait déjà 35 morts, à quelques kilomètres d'un pays de l'OTAN. Et pour répliquer, en fait, à la présence sur le territoire ukrainien de formateurs américains, canadiens et de membres de l'OTAN. Cela signifie, et je pèse mes mots, que les Russes envoient un message sans fioriture, à la fois à Washington, à la Commission de Bruxelles, au gouvernement de Berlin, au gouvernement de Paris, mais aussi à Londres et puis à tous les gouvernements européens qui sont dans l'OTAN. Les Russes viennent d'envoyer un message comme quoi qu'il arrive, ils ne laisseront pas passer l'Ukraine dans le cadre de l'OTAN. Je l'ai déjà dit 10 fois lors d'interventions télévisées. Et donc que les Russes sont prêts à tout.
Alors, je voudrais maintenant m'adresser ici avec une certaine colère rentrée contre les dirigeants politiques français et contre les médias. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ce que vous faites ? Nous avons affaire à la première puissance nucléaire planétaire. Nous avons affaire au peuple russe. Nous n'avons pas affaire uniquement à Vladimir Poutine. Nous avons affaire à toute la hiérarchie militaire, tout l'état-major russe. Une très grande partie du peuple russe, quoi qu'on en dise dans les médias occidentaux, soutient Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'est pas Hitler. Vladimir Poutine n'a jamais dit qu'il s'attaquerait à des pays de l'OTAN. Vladimir Poutine a toujours dit que la Russie avait besoin d'une zone de protection et donc a toujours demandé que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Accessoirement, bien sûr, que les républiques autonomes de l'Est, qui sont bombardées depuis 8 ans par le régime de Kiev, soient considérées comme autonomes ou indépendantes. Et bien sûr que Kiev reconnaisse le rattachement de la Crimée à la Russie. En attendant, le point fondamental, c'est que l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. Et que les Russes ne transigeront pas, dussent-ils aller jusqu'à la guerre nucléaire. Dussent-ils aller jusqu'à la guerre nucléaire. Alors moi, je voudrais ici quand même que les esprits se refroidissent. Est-ce que l'on comprend ce qui se passe ? Est-ce que l'on comprend que l'Occident et l'Union européenne sont en train de chauffer les esprits des populations au point qu'elles imaginent qu'il serait assez normal d'avoir un conflit nucléaire avec la Russie pour que l'Ukraine, qui n'entrera pas dans l'Union européenne, d'ailleurs les pays de l'Union viennent de le dire, pour que l'Ukraine puisse éventuellement adhérer à l'OTAN. On voit bien qu'il y a ici une partie de bras de fer énorme qui se produit. On voit bien que ce qui compte, ce n'est pas du tout la liberté de l'Ukraine et la démocratie en Ukraine. Les Occidentaux s'en fichent pas mal. Quand on voit le soutien que les Occidentaux apportent à des régimes dictatoriaux ou totalitaires comme l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Arabie saoudite qui bombarde le Yémen, où il y a des milliers de morts civiles dont on ne parle jamais, sur lesquels on ne fait jamais s'apitoyer les Français. Il n'y a jamais de la projection sur l'hôtel de ville de Paris, l'hôtel de ville du Havre ou l'hôtel de ville de Marseille. On n'a jamais la projection des drapeaux, du drapeau yéménite. Pourtant, il y a, depuis 2015, plus de 10 300 enfants qui ont été tués par des bombardements de Saoudiens avec des armes françaises et américaines. Si les Occidentaux sont prêts à aller jusque-là, c'est bien parce que l'objectif de toute cette opération, l'objectif de la présence de troupes de l'OTAN et américaines en Ukraine, c'est bel et bien l'objectif d'attaquer la Russie. Que propose Mme Pécresse quand elle dit qu'il faut stopper le dictateur Poutine ? Que propose-t-elle concrètement ? Nous prenons des mesures, des sanctions économiques et financières. Tous les jours montrent que ces sanctions vont essentiellement frapper les Français, les Allemands, les Italiens, mais particulièrement les Français comme d'habitude. Particulièrement, nous serons les dindons de la farce. Nous voyons s'envoler le prix du gaz, du pétrole, des hydrocarbures, bientôt le prix des céréales, ça a déjà commencé, le prix de tous les métaux est en train de flamber, l'inflation arrive, l'inflation gagne, le niveau de vie des Français va rétrograder à toute allure. Et tout ça pourquoi ? Pour que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN. Il est absolument inadmissible que nous risquions d'entrer en conflit nucléaire avec la Russie pour des raisons qui échappent complètement au peuple français. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ce serait une guerre nucléaire ? Est-ce que les Français s'en rendent bien compte ? Mais que si les États-Unis et la Russie se livraient à une guerre nucléaire, il y aurait probablement instantanément 25% de la population planétaire qui périrait immédiatement.
Mais ceux qui survivraient seraient dans une situation épouvantable parce que il se produirait un tel dégagement de poussière radioactive montant dans la stratosphère que pendant 2, 3 ou 4 ans, la planète serait plongée dans l'hiver nucléaire. Certains informaticiens ou ingénieurs aux États-Unis ont calculé par exemple que l'Iowa, l'État de l'Iowa aux États-Unis, pourrait rester 3 ans avec des températures inférieures à 0 degré. Plus de printemps, plus d'été, plus d'automne. Cet hiver nucléaire, pendant 2 ou 3 ans, essentiellement visible dans l'hémisphère nord, aurait pour effet de faire chuter la température de façon colossale, mais également de bloquer les rayonnements solaires et de faire détruire à peu près toutes les récoltes. On estime, j'ai vu ça, que 97 à 99% de la nourriture disparaîtrait en France, au Royaume-Uni. C'est-à-dire que nous aurions, parmi les 3/4 de personnes peut-être qui auraient survécu au premier choc nucléaire, on aurait peut-être encore la moitié de la population qui mourrait dans d'atroces souffrances, non seulement du fait des radiations qui ne les auraient pas tués sur le moment, mais aussi du fait d'une famine nucléaire. Essayez de comprendre aussi que la France est un pays de taille relativement modeste par rapport à d'autres, et notamment par rapport aux États-Unis, et encore bien davantage par rapport à la Russie. La Russie étant une vingtaine de fois plus grande, ou 25 fois, je ne sais plus grande que la France, il faut bien comprendre que le territoire russe serait en partie préservé d'une guerre nucléaire. Il faut bien comprendre que c'est la vieille Europe qui serait la première détruite. Et tout ça pourquoi ? Pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Je suis absolument scandalisé qu'il ne se trouve pas un seul candidat à l'élection présidentielle pour dire ça ne va pas, pour dire qu'il faut arrêter tout de suite. L'Union européenne ne doit plus livrer une seule arme à l'Ukraine. L'Union européenne ferait bien de s'inspirer de l'exemple qu'a donné le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, qui est allé en Russie discuter avec Vladimir Poutine. Il en est sorti en disant « M. Poutine n'est absolument pas paranoïaque, il est parfaitement rationnel ». Après, il est allé voir Zelensky en Ukraine. Et il lui a dit « acceptez les 4 points de la Russie ». Je les rappelle, les 4 points. Démilitarisation de l'Ukraine, refus d'entrer, engagement comme quoi l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, et adoption donc d'un principe de neutralité dans la constitution ukrainienne, reconnaissance des républiques du Donbass, reconnaissance du rattachement de la Crimée à la Russie. La Russie, Vladimir Poutine n'a jamais varié sur ce point. Alors, je trouve qu'il est absolument inadmissible qu'alors même que nous sommes dans une élection présidentielle, ces sujets où il est question rien de moins peut-être que de maintien de la vie sur Terre, de la destruction de toute civilisation sur le continent européen et peut-être sur l'ensemble de l'hémisphère nord, il est dingue en fait que ce soit traité avec frivolité. On a vu M. Macron riant aux éclats dans la Galerie des Glaces à Versailles, tenir des propos devant les médias, alors devant les télévisions françaises, jouant comme ça le père de la nation, c'est très inquiétant, je suis pessimiste. Et ensuite devant des télés étrangères, I am definitely optimistic, ça veut dire je suis absolument optimiste. Je suis inquiet, pessimiste. Mais il a aussi fait une déclaration à la presse étrangère. Avec le président Poutine. Avec Vladimir Poutine, vous avez vu la possibilité d'espoir. C'est possible de répondre en anglais, s'il vous plaît, If you want. Et on sait ce qu'il va répondre. Pessimiste en anglais se dit pessimistic. You know, I'm definitely optimistic. Qu'est-ce que c'est que ça ?
la France est tenue par une bande de gamins. Ils ne se rendent pas compte de leurs actes, ni de leurs propos.